Je suis professeur émérite, on dit aujourd'hui, dans ce qui s'appelle AgroParisTech, qui est l'ancien Institut national agronomique de Paris. Donc ingénieur agronome, agroéconomiste plus exactement. Et je suis membre du comité de veille écologique de la Fondation pour la nature et l'homme. Et je travaille beaucoup dans les pays du Sud, en appui, soit des gouvernements, soit des organisations de solidarité internationale, enfin différents publics, dans des projets de développement agricole et rural dans les pays du Sud. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi la disparition d'une agriculture familiale, notamment dans les pays du Sud, engendre des dommages collatéraux? Alors, la disparition de l'agriculture familiale dans les pays du Sud est un très grave problème, parce que spontanément, son intérêt, c'est quand même bien de valoriser au mieux son travail et celui de sa famille, et pour ce faire, d'éviter les périodes de sous-emploi, éviter les pointes de travail et d'avoir recours à des salariés. Et pour faire ça, l'agriculteur essaye d'échelonner les temps de travaux, vous savez, tout au long de l'année. Et ce faisant, il est quasiment obligé de mettre en place des systèmes extrêmement diversifiés. Donc en général avec de l'agriculture et avec de l'élevage, en général d'avoir des variétés dont les dates de semis ou les dates de récolte sont échelonnées, d'avoir des espèces végétales différentes. Et donc en général, c'est ça qui est très protecteur de l'environnement et qui permet de préserver les équilibres écologiques. Au fur et à mesure de l'agrandissement des exploitations, ou au fur et à mesure où dans des pays comme le Brésil, les petites exploitations disparaissent et sont rachetées et appropriées par les plus grands, c'est tout l'inverse. C'est essayer d'avoir un bénéfice à peu près garanti, mais en investissant le moins possible. Donc ils pratiquent une agriculture assez curieusement extensive, mais qui s'apparente à de la monoculture. J'investis par exemple dans du soja, et bien je ne ferai que du soja. C'est-à-dire que mon matériel spécifique pour faire du soja, je pourrais l'amortir sur de très vastes surfaces. Et à ce moment-là, le jour où on m'autorise, grâce à un soja transgénique, à mettre du glyphosate, je peux désherber avec mon herbicide. Et le jour où je mets cet herbicide, je licencie les ouvriers qui participaient au désherbage. En fait, je contribue à davantage de pauvreté et davantage de gens qui souffrent de la faim. Alors la monoculture, par exemple celle du soja, c'est la plus dramatique du point de vue de la préservation des potentialités productives des écosystèmes, des terroirs. Alors, est-ce que les structures de taille moyenne peuvent résister face à des structures qui tendent à toujours plus d'agrandissement? Alors très clairement, l'agriculture prometteuse, c'est vraiment ce qu'on appelle l'exploitation agricole, mais disons l'unité de production agricole de taille moyenne qui est la plus favorable à la préservation des écosystèmes et à la qualité sanitaire des aliments. Alors par contre, ces unités-là sont aujourd'hui menacées parce qu'en compétition sur un même marché international, les plus grandes sont capables de produire à moindre coût monétaire, certes à plus grand coût environnementaux, c'est bien là le problème, et la disparition de ces exploitations moyennes sert à l'agrandissement des voisines qui s'agrandissent et donc se rapprochent sans arrêt d'une agriculture proche de la monoculture, de l'agriculture standard, de la production à grande échelle, production de masse de produits standards, et ça c'est extrêmement dommageable. Et nous avions en France autrefois des lois anti-cumul qui étaient respectées et qui nous permettaient d'éviter ça. Nous avions en France autrefois des structures de droit privé mais quand même d'intérêt public et général, les SAFER, qui avaient quand même comme première mission d'aider à l'installation des jeunes agriculteurs en priorité par rapport à l'agrandissement des exploitations. Et malheureusement, tous ces organismes-là ne jouent plus le rôle qui aurait dû être le leur. Et c'est aujourd'hui par le réseau associatif, des associations genre Terre de Liens, Foncière Terre de Liens, qu'on essaye de contrecarrer ce mouvement d'évolution vers l'agrandissement des exploitations et d'installer aujourd'hui des jeunes sur des unités de production qui ne soient pas trop petites. Avec quelles solutions prioritaires pour permettre à une agriculture de qualité de se développer? Alors il y a plusieurs mesures à prendre de toute urgence. Il y a des mesures liées à l'accès au foncier, bien sûr, empêcher l'agrandissement des exploitations et de faire respecter la loi anti-cumul. Mais il y a aussi des mesures protectionnistes à l'égard de l'importation de soja en provenance du Brésil. Et figurez-vous que l'Europe et la France, on est dépendants pour plus de la moitié, même près des 3/4, de l'importation de ces protéines végétales pour alimenter nos animaux. Et là, il nous faut absolument mettre des droits de douane aux frontières, c'est-à-dire rendre plus coûteux l'importation de soja et rendre plus rentable en France la production de protéines végétales qui contribue à approvisionner nos aliments en protéines et qui contribue aussi à fertiliser les sols en azote pour des cultures suivantes dans la rotation. Et donc je dirais qu'à la fois pour notre alimentation, pour l'écologie, pour l'agriculture bio, il y a urgence de nous protéger de l'importation de soja en provenance du Brésil. Mais comprenez aussi
que parallèlement à ce besoin de protéger notre agriculture chez nous, il faut que nous autorisions les pays du Sud à faire de même. Pourquoi vouloir à tout prix importer du soja du Brésil pour fabriquer chez nous, en Bretagne, zone herbagère, des poulets avec du maïs, du soja brésilien, tout ça pour l'exporter vers l'Arabie Saoudite, un poulet de mauvaise qualité. Ça rime à rien. Si on pouvait en France fabriquer des protéines françaises et fertiliser nos sols avec de l'azote qu'il y a dans l'air sur le territoire français en circuit court, ce serait quand même un peu plus raisonnable que d'aller chercher l'azote brésilien sous la forme de soja ou de fabriquer de l'urée avec du gaz naturel russe ou norvégien. C'est du simple bon sens. Et peut-être un jour, je ne vous cache pas, une petite taxe carbone qui rendrait plus coûteux l'urée, les ammonitrates, les engrais de synthèse et les produits phytosanitaires inciterait davantage les agriculteurs à mettre moins de tous ces produits et à s'orienter vers une agriculture qui ferait des rotations et des assolements diversifiés, avec dans ces rotations et ces assolements la présence de plantes de la famille des légumineuses. Que pensez-vous du terme de la non-violence et en quoi ce terme peut-il s'appliquer à l'agriculture? On arrivera à un monde non violent le jour où on parvient à une redistribution beaucoup plus égalitaire des ressources. Et si on pouvait faire en sorte que tous les agriculteurs, agriculture familiale, agriculture paysanne, dans leur pays, en utilisant les savoir-faire parfois de leurs parents, en faisant preuve de créativité, parce qu'il y a encore beaucoup d'innovations à faire en matière d'agroécologie, que des gens droits dans leurs bottes puissent vendre un bon produit, même pas vivre de subventions, mais vivre correctement de leur travail, je pense qu'on résoudrait déjà un très grand nombre de questions de violence dans ce monde.